Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Depuis près de 60 ans, depuis que La pensée les hommes existe, notre association a défendu la liberté sexuelle, a vu la sexualité comme un plaisir qui est humain, qui fait partie de la personnalité des hommes. Et nous allons parler du plaisir sexuel aujourd'hui, mais du plaisir sexuel, de la sexualité des âgés. J'ai deux invités. Madame Florence Le Bailly, vous Bonjour. êtes secrétaire générale de l'association Espace Senior. Vous nous direz dans un instant ce qu'est l'association Espace Senior. Mon second invité, le professeur Régnier Hopsommer, vous êtes urologue de l'Université catholique de Louvain et vous connaissez bien les problèmes de la sexualité des personnes âgées. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, les personnes âgées, vous défendez leurs droits à la sexualité dans votre association. Si j'ai bien compris, vous avez fait une campagne et vous dites ben, les personnes âgées ont droit à une sexualité et ont une sexualité comme les autres personnes. Tout à fait. Donc, on est une association d'éducation permanente qui est partenaire de Solidarisme Mutualité Socialiste. Et donc, notre objectif, c'est de défendre les droits des personnes âgées et leur citoyenneté active. Et parmi ces droits, il y a effectivement le droit de vivre une sexualité épanouie et responsable jusqu'au bout de la vie. D'où l'objet de notre campagne sur la sexualité des personnes âgées. Elle porte un titre, votre campagne, que j'oublie toujours, dont j'oublie toujours les termes dans le bon ordre. Tout à fait. Parfois, je me trompe aussi. Donc, elle s'intitule « Le sexe quand je veux, comme je veux, où je veux ». Donc, on joue sur le terme « veut » et « vieux », bien entendu. Tout à fait. Et alors, oui, pardon, oui, donc ça s'explique par les 3 temps de notre campagne, qui était d'abord le « quand je veux », pour lever un petit peu les tabous liés à la sexualité des personnes âgées, comme je veux malgré l'âge avançant, et le où je veux, que ce soit chez soi ou en institution d'hébergement. Oui, peut-être dans l'esprit des gens, une idée fausse, c'est qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus de sexualité, on n'a plus de libido, on n'a plus d'envie sexuelle, et donc tout le monde s'arrête. C'est une idée fausse, docteur. C'est une idée fausse, bien entendu. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge. Il y a la sexualité du 3e âge, il y a la sexualité du 4e âge. Donc il y a une petite révolution maintenant dans la vie de tous les jours, et les personnes âgées ont droit à une sexualité comme tout un chacun. Mais qu'est-ce que c'est que cette sexualité? On imagine bien qu'à 20, 30 ans, on a pas mal dans le dos, on peut faire toutes sortes d'opérations très compliquées, ce qu'on ne fait pas à 50, 60, 70 ans. C'est une sexualité qui est adaptée, évidemment. À 60 ans, on n'a pas les mêmes rapports sexuels qu'à 18 ou 20 ans. Mais il faut savoir que la sexualité ne rime pas nécessairement avec génitalité. Donc on peut avoir une vie affective, une vie sexuelle, sans réellement avoir une pénétration vaginale. Donc c'est un élément extrêmement important qu'il faut populariser, c'est que la sexualité peut être purement affective, sans nécessairement une pénétration mécanique. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette sexualité affective? Qu'est-ce qui se passe entre les personnes? Elles se contemplent, elles se regardent, elles se trouvent belles? Ou bien est-ce que ça va plus loin? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une connivence entre les deux partenaires. Et donc, par des caresses qui ne vont pas jusqu'à la pénétration intravaginale. Par des caresses, par des regards, par une verbalisation. Une verbalisation, hein, je pense que le mot verbalisation est très important en sexologie et en sexualité. C'est se parler, communiquer. Et la communication est déjà une forme d'affectivité et de sexualité dans certains cas. En particulier pour les sujets relativement âgés. Parce qu'à un certain âge, que vous allez nous dire, la sexualité des gens faiblit, la libido ne disparaît pas, mais on pourrait dire qu'elle s'affaiblit. Elle change. Elle change très certainement, mais on ne peut pas dire qu'elle s'arrête à 65 ans avec l'âge de la pension. Hein. Heureusement. Donc, heureusement. Mais parfois, dit-on, elle s'arrête avant. Elle peut s'arrêter avant suivant les circonstances. Il peut y avoir des causes médicales qui font que la sexualité soit altérée par une chirurgie pour cancer, par exemple, pour une maladie neurologique. Mais il y a ou une cause psychologique. On dit souvent que quelqu'un qui perd son emploi perd en même temps son attrait sexuel et sa libido. Exact, hein, la sexualité c'est multifactoriel, il n'y a pas que des facteurs mécaniques, organiques, il y a toute une série de facteurs psychologiques et relationnels. Et c'est un petit peu comme un puzzle la sexualité, hein, et un petit peu aussi comme la cerise sur un gâteau. Et donc lorsqu'on a des difficultés familiales, relationnelles, professionnelles, souvent la cerise tombe du gâteau. Et la sexualité achoppe la première. Et à contrario, je pense aussi qu'il peut y avoir une certaine maturité avec l'âge qui fait qu'on peut aussi peut-être mieux vivre ou différemment vivre sa sexualité l'âge avançant. Ah oui, donc on est plus armé, on est plus savant, on est plus connaisseur
à 50, 60 ans qu'à 25. Et donc on fait mieux l'amour, on a de meilleures relations sexuelles à un âge un peu plus mûr. On connaît mieux son corps et peut-être le corps de l'autre aussi, ce qui permet effectivement d'avoir peut-être des relations plus épanouies parce que plus maîtrisées, oui. C'est une découverte au départ. Hein. Chez l'adolescent, le jeune adulte, la sexualité, c'est une découverte. Il doit découvrir son corps avec les risques et périls, évidemment, de cette découverte. Tandis que chez l'adulte et l'homme et la femme relativement âgés, ben, cette découverte n'existe plus puisqu'il y a une connaissance déjà des choses. Donc je pense que c'est très important. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes réactions ou connaissent les mêmes difficultés au cours de leur existence? J'ai un souvenir d'enfant où je voyais une personne qui perdait son mari, elle s'habillait de noir, elle est restée en noir toute sa vie, et je me disais, alors que j'étais enfant, cette personne-là n'a plus de lien sexuel avec personne, elle a perdu son mari, elle est en noir, elle est en noir. Les choses changent, je pense. Les choses changent. Je pense que les choses changent. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Hein. Je pense que la révolution culturelle de mai 68 y est pour quelque chose. Il y a eu la révolution culturelle, sociale, économique et la révolution sexuelle. Et donc je pense que les personnes qui s'habillent en noir sont de plus en plus rares, du moins dans les pays occidentaux. Il y a des couples qui se forment plus tard aussi. Oui. Maintenant, on a des sûr. divorces, des reconstitutions. Donc, je pense qu'à 50 ans, 60 ans, on peut se redécouvrir, découvrir ou redécouvrir une nouvelle relation. Mais je voulais vous faire réfléchir à propos du phénomène. La ménopause est un phénomène assez brutal. Tandis que l'andropause, dit-on, c'est un phénomène évolutif et d'évolution lente. Oui, oui, tout à fait. Donc la ménopause survient vers 50, 52 ans chez la femme. Et effectivement, il y a une chute des hormones à ce moment-là. Chez l'homme, Et donc un dédain, un risque, un dégoût pour la sexualité. non, pas un dégoût, mais un risque de diminution de libido. C'est ça. On peut corriger cela. Chez l'homme, la testostérone reste relativement élevée, elle diminue tout doucement avec l'âge, mais donc andropause et ménopause ne sont pas du tout comparables. Donc tout un débat là-dessus, mais elles ne sont pas du tout comparables. Mais maintenant, effectivement, avec l'âge, la sexualité change et il existe des systèmes, des moyens pour améliorer les choses, très clairement. Alors que peut-on faire pour les dames? Hein, vous dites qu'il y a moyen de faire obstacle à cette évolution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, mais donc chez les femmes ménopausées, relativement âgées, on peut prescrire des crèmes, un lubrifiant, puisqu'on sait que la sécheresse vaginale peut poser problème dans les relations sexuelles. Donc prescrire une crème n'est pas très difficile. On peut également donner chez les femmes relativement âgées de la DHEA, hein, puisqu'on sait que la libido chez la femme dépend des androgènes. C'est quoi ça, la DHEA? C'est une hormone, c'est une préhormone qui peut avoir un effet favorable sur la libido de la femme. Donc il y a un grand débat sur le sujet, mais je pense que la DHEA a son indication chez les femmes relativement âgées. Ménopausées, bien entendu. Alors je pour pense les que hommes, là, oui, je vous en prie. Ce qui est très important de rappeler aussi, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est que s'il y a des problèmes ou des questions, c'est évidemment d'en parler à son médecin généraliste, qui est effectivement la première personne. À son médecin généraliste, pas au spécialiste en urologie ou en pas du tout. sexologie. Je suis tout à fait d'accord avec madame. C'est le médecin généraliste qui est la pierre angulaire du dossier du patient. Hein. Donc, nous, spécialistes, nous recommandons à nos patients de passer par le médecin de famille. Le médecin de famille a en charge toute la pathologie médicale et les difficultés sexuelles font partie de la médecine. Donc, le médecin généraliste est en première ligne. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors vous avez écrit à l'intention justement Voilà. des généralistes un ouvrage que j'ai en main, qu'on a vu à l'écran, intitulé « Les troubles de l'érection à 50 ans et au-delà ». Quels sont, docteur, les trucs pour essayer d'avoir l'érection au-delà de 50 ans, si j'ose dire? Au-delà de 50 ans, bien entendu, il faut interroger son patient. Et donc Oui. le médecin généraliste est tout à fait à même d'interroger, d'examiner son patient et de faire un peu de dépistage. Une bonne prise de sang à 50 ans pour vérifier le cholestérol, la glycémie et les tests hépatiques. C'est le premier prérequis. Et le médecin généraliste est tout à fait compétent pour faire cela. Alors bien entendu, si l'homme a 50, 60 ans, 65 ans et qu'il a des troubles d'érection, il faut toujours penser à la pathologie cardiovasculaire sous-jacente. Parce qu'on dit de temps en temps que les troubles d'érection sont un symptôme sentinelle d'une pathologie cardiaque qui n'est pas nécessairement déjà dépistée ou dépistable. Et donc le médecin généraliste est tout à fait à même pour faire ce dépistage. Donc dans l'examen, vous parliez l'examen du sucre dans le sang, etc. Ce sont des indicateurs Voilà. d'une difficulté. Voilà, on sait aujourd'hui que les troubles d'érection sont d'origine vasculaire dans 80% des cas environ. Donc il est logique de dépister les pathologies cardiovasculaires et l'hypertension, le cholestérol, tout ce que les hommes et femmes relativement âgés dans les pays occidentaux finissent par avoir. Hein. Oui. Hypertension, diabète, cholestérol, c'est presque la panacée et l'apanage de tous ces hommes et femmes âgés. Donc il faut faire ce dépistage. Et le tabagisme est un tabagisme, élément c'est aggravant. Les gens qui ont fumé depuis leur enfance, de leur adolescence plutôt, ils ont plus de chance ou plus de risques. Le tabac, c'est un poison, hein, on le savait.
Mais donc, ça on le sait. on Mais sait. aussi Pour la ce qui fonction concerne, érectile. Et donc, un des messages très importants, c'est de dire aux jeunes, aux adolescents, ne fumez pas, et si vous fumez, arrêtez de fumer, parce que dans 20 ou 30 ans, vous allez avoir des soucis. Les jeunes n'y pensent pas, hein, mais très clairement, le tabac intoxique l'organisme, rend les artères péniennes complètement calcareuses et se bouchent. Et donc, finalement, voilà, il n'y a plus de débit de sang dans le pénis, et les érections deviennent déficitaires. D'accord. Alors, on évoque la situation de deux personnes qui ont 60 ans, qui se rencontrent, bon, situation normale, mais il faut aussi évoquer la situation des personnes qui sont, par exemple, dans les maisons de repos. Je suppose que là, la vie sexuelle est beaucoup moins facile à réaliser que pour des personnes qui sont tout à fait indépendantes. Tout à fait. Vous êtes occupé de cette question. Oui, on s'est occupé de cette question et on a vraiment voulu essayer d'entamer une réflexion avec le personnel des maisons de repos, que ce soit les aides familiales, les infirmières, les directeurs de maisons de repos, pour se dire finalement comment est-ce qu'on peut en premier lieu respecter l'intimité des personnes âgées en maison de repos. Je pense que ça c'est la première condition, la première étape pour pouvoir intégrer et respecter la vie sexuelle des personnes âgées en maison de repos. C'est cette intimité, comment est-ce qu'on peut la préserver, comment est-ce qu'on peut la garantir par des choses simples, une clé, toquer à la porte, attendre qu'on ait une réponse avant de rentrer. Oui, pour le personnel soignant alors. Tout à fait, tout à fait. Ou pour les visiteurs. Ou pour la famille. Et pour la famille. Et je pense aussi qu'il est très important d'avoir un dialogue avec la famille, parce que ça arrive, je ne vais pas dire souvent, mais en tout cas régulièrement, que des nouveaux couples se forment en maison de repos. Il faut pouvoir accepter que son parent puisse encore vivre des relations, vivre une histoire d'amour, une histoire sexuelle, peut-être aussi uniquement, et il faut accepter tout ça. Donc je pense que le dialogue est très important, et un dialogue dans le respect de l'autre, et dans le respect de ses choix et de ses convictions. Ça, c'est très important. Mais ces couples âgés qui se forment, ils ne doivent pas être jugés comme faisant de la dépravation. Parfois, les enfants ont cette tendance à trouver que leur père, il doit être exclu de la vie sexuelle. Il ne faut pas agir comme ça. Non, il ne faut pas agir comme ça, et je pense que ça concerne la sexualité, mais ça concerne d'autres domaines de la vie aussi. Une fois que la personne rentre en institution, il y a, voilà, la famille reprend un petit peu le pouvoir, et je pense que c'est très important d'avoir un dialogue avec les personnes âgées elles-mêmes, parce qu'elles doivent revendiquer ce droit, elles doivent revendiquer cette capacité à encore être capables de faire des choix pour eux-mêmes et aux autres à respecter ces choix. Il ne faut pas les infantiliser, hein. Il ne faut pas infantiliser les personnes en maison de repos si elles sont capables de pouvoir s'autogérer. Et la sexualité, c'est un bel exemple. Donc tout à fait clairement, chez les patients âgés de 80 ans, même plus, une sexualité affective doit être tolérée. Oui, mais ça peut susciter des jalousies entre les personnes qui font partie d'un milieu qui est quand même un milieu assez clos. Hein, la maison de repos, c'est un milieu un peu fermé. Mais c'est au feeling, c'est aux infirmières, aux médecins à avoir le feeling et de trouver les solutions pour laisser cette intimité, cette discrétion dans les couples qui se forment. Je pense que c'est très important. Le personnel soignant doit être attentif à respecter cette situation et à aider, à favoriser une vie affective au sein d'une maison de repos. Vous qui êtes médecin, quels sont les conseils que vous donnez aux patients qui viennent vous trouver et qui vous disent, voilà, je sens une diminution de ma libido, mais j'aimerais bien quand même vivre une sexualité plus ou moins normale. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes? D'abord, peut-être ne pas dire qu'ils font une faute, les déculpabiliser en quelque sorte. Voilà, il faut déculpabiliser les patients, quel que soit leur âge. Il faut voir comment ils vivent leur vie en couple, parce que bien entendu, la sexualité, en principe, ça se fait en couple. Donc nous conseillons une prise en charge en couple. Lorsque nous avons des patients qui viennent nous voir, nous espérons, nous les stimulons, nous leur demandons de venir en couple. À deux. Soit à la première, soit à la deuxième consultation. Donc très important, la partenaire ou le partenaire intervient dans le diagnostic, également dans le traitement. Et on est sûr que le traitement sera bien mieux appliqué et sera plus efficace si le ou la partenaire sont impliqués dès le début dans la prise en charge. Et alors c'est un traitement pour les deux partenaires. Alors voilà, on parle de la Parce qu'il y a la difficulté, si l'un marche bien et l'autre est un peu à la traîne, dans un couple ça peut être très difficile. Justement, si on a affaire à un couple senior, mari et femme qui ont au-delà de 60 ans, il faut évidemment envisager les deux aspects. Monsieur a des troubles d'érection, est-ce que madame a une sécheresse vaginale? Parfois, il faut prescrire un traitement pour les deux personnes. Il ne faut pas uniquement traiter monsieur, il faut peut-être donner des conseils à madame. Et donc à ce moment-là, les choses se passent beaucoup mieux. Donc il faut un bon dialogue avec les urologues, les gynécologues,
La sexualité, c'est multidisciplinaire, hein, à tout niveau. Et donc, il n'y a pas que l'urologue ou le médecin de famille, il y a d'autres intervenants. Et puis, il y a les sexologues, il y a les psychologues. Donc, c'est vraiment toute une série de personnes qui gravitent autour du patient, y compris dans les maisons de repos. Tout à fait. Et rappeler que la sexualité fait vraiment partie, contribue au bien-être et à la santé des gens. C'est dans la Jusqu'au charte bout de de la vie. l'OMS, hein, Tout c'est dans à la fait. charte de l'OMS, Oui. à la santé sexuelle. Oui, ça fait partie du bien de la personnalité Tout à fait. humaine. Et tout le monde y a droit. Hein. Il ne faut pas nécessairement être jeune et en bonne santé pour avoir droit à une sexualité. Les patients malades, les patients qui ont un cancer ont droit à une sexualité. C'est intéressant ce que vous dites. Les patients qui ont un cancer, c'est donc encore possible pour Tout les à gens fait. qui souffrent d'un cancer d'avoir une sexualité. Mais il faut dédramatiser le mot cancer. Hein. En Belgique, souvent, les hommes et les femmes pensent que cancer vaut mort. C'est faux. C'est faux. Il y a des maladies plus graves que le cancer. Et par ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de cancers qui peuvent être guéris. Je pense au cancer de la prostate. Et justement, je voilà. pensais à cela. Oui. Le cancer de la prostate, est-ce que ça n'enlève pas toute capacité Ah, sexuelle? ça modifie la sexualité. Ça peut. Ça modifie la sexualité, mais ça ne la supprime pas complètement. Hein, ça ne la supprime pas complètement. Mais effectivement, lorsqu'on enlève toute la prostate, il y a un risque de troubles d'érection. Je crois que maintenant, les chirurgiens sont soucieux de préserver l'érection, les nerfs de l'érection. Donc, en fait, tous les patients qui sont opérés d'un cancer de prostate ne deviennent pas des impuissants. Ça, c'est faux. Maintenant, évidemment, il n'y a plus d'éjaculation, mais on parle beaucoup de réajustement sexuel. Le réajustement sexuel, c'est de réorienter le patient et sa partenaire vers une sexualité adaptée à la situation. Donc, cancer ne veut pas dire mort et cancer ne veut pas dire stop à la sexualité. D'ailleurs, maintenant, il y a une sous-spécialité qui s'appelle oncosexologie. L'oncosexologie, c'est des sexologues et des oncologues qui se rencontrent et qui discutent de la façon de traiter, d'aider un patient qui a un cancer de prostate, mais il n'y a pas que le cancer de la prostate, hein, il y a le cancer du sein. Cancer du sein, tout à Oui, fait. j'allais en parler, cancer du sein. parce que le sein est un organe sexuel. Voilà. Alors, le cancer du sein, parfois, il détruit la poitrine Voilà. féminine. Et donc, il y a l'image corporelle qui est altérée, mais maintenant, oui. il existe des solutions. On fait des très belles reconstitutions, on fait de la lingerie adaptée maintenant, donc je pense qu'il y a moyen effectivement d'encore se sentir belle, parce que finalement c'est ça qui est important aussi, c'est se sentir beau, se sentir belle. Bien sûr, donc nous pouvons être positifs Tout à fait. à l'égard de ces difficultés Nous sommes propres. positifs. Nous sommes positifs. positifs. Tout à fait. Positifs Nous sommes à l'égard de positifs. ces difficultés qui ont trait à des organes proprement sexuels. Tout à fait. Hein, la prostate, les Oui. seins, Oui. l'utérus éventuellement, le cancer de l'utérus. Tout à fait, oui. Et alors, je pense au cancer du rectum, je pense au cancer de la vessie. Les patients qui sont porteurs d'une stomie, d'une poche, ils ne doivent pas arrêter la sexualité. Il y a des solutions pour les aider. Donc, c'est vraiment... C'est possible ça, C'est même tout à si fait possible. on porte une poche, on peut... Tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle le réajustement sexuel. C'est de vraiment conseiller. Et alors, ce qui est très important, c'est avant la chirurgie, c'est de prévenir le patient. Hein, des effets collatéraux d'une chirurgie radicale. Je vous guéris de votre cancer, mais vous risquez d'avoir des effets collatéraux. Mais il faut prévenir les patients. Et il faut leur laisser le temps de réfléchir aussi. Hein. Ça, c'est très important. La consultation d'annonce et puis un certain délai pour laisser au patient le temps de réfléchir. On lui annonce une mauvaise nouvelle, mais on lui laisse le temps de discuter avec son médecin traitant, avec la famille, sur la thérapeutique qui est proposée. Oui, mais il ne sait pas ce qui va se passer, le patient. Peut-être que ça va très bien tourner, Ah oui. peut-être que ça va très mal tourner pour lui. Très mal tourné, c'est rare, hein, mais bon... Qu'il n'y ait plus du tout de libido et plus du tout de sexualité après l'opération de la prostate, par exemple. Voilà, mais donc, comme je vous le dis, maintenant, les urologues sont soucieux de préserver ces nerfs, et dans un certain nombre de cas, une bonne proportion de cas, ces nerfs sont préservés et l'érection est préservée. Donc là, je pense que... Donc c'est une victoire, là, de la médecine c'est un urologique. progrès. Un progrès, tout Mais à c'est fait. une victoire quand même sur le passé. Tout à fait, oui, oui, oui. Mais la médecine est en constante mutation, heureusement. Les patients sont mieux respectés que dans le temps. Dans le temps, le chirurgien était un homme qui avait tout pouvoir. Maintenant, c'est fini. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de la médecine transversale. Je pense que dans un diagnostic de cancer, il y a toute une série d'intervenants. Le chirurgien, l'oncologue, le médecin de famille, le kiné, l'assistante sociale, l'infirmière, toute une série de personnes qui gravitent autour du patient. Et ce qui est important, c'est toujours le dialogue, parce que c'est vrai qu'il y a les troubles érectiles, mais la femme, et peut-être la femme âgée encore moins, n'est pas focalisée sur la pénétration. Il y a d'autres moyens de vivre une vie sexuelle satisfaisante, je pense. Et ça, c'est le Tout à fait, dialogue. oui. Et, Il persiste une difficulté, hein, c'est la femme qui a un cancer hein, et dont la sexualité est altérée. Souvent, le partenaire disparaît. Il faut bien reconnaître que hommes et femmes ne sont pas égaux ou égales devant le cancer. Hein. Autant les hommes sont bien entourés et tiennent à leur fonction sexuelle, souvent, malheureusement, les femmes qui ont un cancer, cancer de rectum ou de vessie, ne sont pas aussi bien entourées que les hommes qui ont le cancer. Là, je pense qu'il y a encore du travail. Expliquez-vous un peu pourquoi les femmes Alors- sont-elles moins bien entourées. Souvent, le partenaire disparaît. Hein. Souvent, le partenaire disparaît. Ah oui, il va voir ailleurs.
Oui, ça, c'est pas très sympa. C'est pour ça que je dis les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant le cancer et devant la sexualité. Un homme qui a un cancer de prostate, souvent son épouse l'accompagne et le soutient. Une femme qui a un cancer du rectum ou de la vessie, de temps en temps, le partenaire disparaît. Je ne dis pas toujours, mais de temps en temps, il dites de disparaît. temps en temps, mais vous voulez dire souvent. On a donc un message à faire Ça passer arrive aux trop hommes. souvent. Il Oui, y justement, a un message, c'est tout à fait volontaire ce que je dis, Oui, bien c'est sûr. tout à fait volontaire. Bien sûr. J'ai une bonne expérience de patients qui ont un cancer de rectum parce que les chirurgiens colorectaux m'envoient leurs patients en préopératoire et post-opératoire. Je vois bien la différence entre les femmes qui ont un cancer du rectum et les hommes qui ont un cancer du rectum au niveau prise en charge de la sexualité. Mais ça, c'est une affaire de société. Il y a encore un peu de travail. Hein. Ça va peut-être s'améliorer dans les années qui viennent. Beaucoup de travail, là. Hein. Des émissions comme aujourd'hui, ça permet de faire avancer les choses, Oui. pouvoir en parler. Je pense, oui. Il y a encore des tabous sur la sexualité, en particulier chez les sujets âgés, et je pense que ces tabous doivent être levés. Ils le seront, mais il faut encore un peu de patience. Il faut du temps. Alors, vous m'étonniez tout à l'heure quand vous parliez de la sexualité des gens du 4e âge. Alors, 60 ans, le 3e âge, on peut concevoir une sexualité des gens de 60, 65 ans. Mais alors, vous disiez des gens de 80 ans. La sexualité est encore possible à 80 ans. Tout à fait, heureusement. Et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, parce que effectivement, je pense que quelqu'un qui a vécu une sexualité épanouie tout au long de sa vie, de façon active, régulière, normale, ne s'arrête pas du jour au lendemain, ça ne s'arrête pas, comme vous le disiez tout à l'heure, ça se modifie, ça évolue, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, mais le fait de se toucher, d'avoir une relation, que ce soit avec ou sans pénétration, de s'embrasser, de se toucher, très important, et ça perdure heureusement jusqu'à la fin de la vie. Et puis, il ne faut pas oublier que l'espérance de vie s'allonge. Tout Au à fait. début du XXe siècle, on mourait à 60 ans. Maintenant, l'espérance de vie s'est allongée de 30 ans, à peu près, 25-30 ans. Donc, la vie sexuelle s'allonge aussi. Et donc, voilà pourquoi il faut favoriser la vie sexuelle chez les sujets âgés. Pour parler de façon un peu vulgaire, il faut de l'entraînement, en quelque sorte. C'est Plus on a conseillé. d'entraînement, C'est conseillé. et plus la sexualité sera épanouie, même à un âge avancé. La fonction crée l'organe, Bien ou sûr. inversement. Voilà. Mais alors, les personnes qui vont avoir 100 ans, elles seront peut-être nombreuses dans quelques années, elles auront pour vous encore une sexualité. On n'imagine pas quelqu'un qui a 100 ans et qui a toujours une vie sexuelle. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'imaginent pas que les parents, que les grands-parents puissent encore avoir une vie sexuelle. Or, eh bien, les études le prouvent et voilà, il faut le dire, c'est possible. Voilà, on a une vie sexuelle. Mais il faut jusqu'à- comparer les choses comparables. On ne compare pas la vie sexuelle de 65 ans avec ce qu'on faisait à 18 ans, hein, bien entendu. Bien hein. sûr. On ne grimpe plus au rideau, ça Voilà, c'est mais sûr. non, c'est sûr, la vie sexuelle, l'activité sexuelle, c'est finalement une activité physique, sportive. Et donc, l'homme comprend facilement que 65 ans, il ne peut plus courir un cross de 5 km. Par contre, pour sa fonction sexuelle, il voudrait bien qu'elle soit comme à 18 ans. Mais ça, il faut être raisonnable. Oui, et puis à 65 ans, la plupart des gens ont mal dans le dos. Il est difficile pour eux de prendre des positions. On adapte les positions. On adapte, On adapte on les adapte. positions. bien sûr. Et vous avez décrit tout cela dans votre ouvrage. Dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome. Donc vous donnez des conseils à vos patients sur l'adaptation. Dans des cas bien spécifiques, oui. Pour les patients qui sont victimes d'un handicap, hein, on n'en a pas parlé, mais les patients... Non, mais nous allions en parler. Les patients paraplégiques, tétraplégiques qui sont en chaise roulante, ces patients-là, ils ont bien entendu droit à une sexualité. Eh bien, il faut adapter leur sexualité à leur handicap. Il existe des livres, des brochures qui permettent de les éclairer. Hein. C'est ça. Tout à fait. Alors il y a des personnes qui ont des affections, la maladie de Alzheimer par exemple, ou la maladie de Parkinson. Oui. Et vous disiez, lorsqu'on a préparé l'émission, que leur sexualité augmente. Leur libido. Oui. Leur libido. Leur désir, oui. Alors, ça pose problème. Pourquoi Alors, souvent, c'est le médicament qui est prescrit. Hein, les médicaments de première ligne, dérivés du Prolopa, peuvent augmenter la libido. Et donc, ce qui se passe chez l'homme, c'est extrêmement frustrant parce que sa libido augmente et souvent, il a des troubles d'érection. Alors, vous imaginez, il veut avoir des rapports, mais il n'est pas performant. Donc, ça entraîne un cercle vicieux, une grande nervosité, une grande agitation. Et donc, souvent, la partenaire est en difficulté. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein, pour les femmes parkinsoniennes, la libido augmente également. Mais les neurologues sont au courant, connaissent et adaptent le traitement. Il faut l'adapter, tout à fait. Je voudrais vous demander maintenant de philosopher un petit peu. Parce qu'au fond, on a décrit des situations médicales et sociales, mais c'est une grande avancée, cette sexualité des personnes âgées, par rapport à ce qu'on a connu, ne fût-ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Qu'en pensez-vous ?
Ben, tout à Vous me fait. direz que c'est l'état naturel de la médecine que de faire évoluer les choses. Ben, les choses ont évolué, j'ai dit grâce à mai 68, mais elles ont évolué déjà avant. Hein. Pensons au pape Léon XIII et à la reine Victoria, où la sexualité était complètement tabou. À la fin du 19e siècle, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont eu une vie sexuelle peut-être cachée, un peu hypocrite, mais ils n'ont pas ri tous les jours. Donc je pense qu'il y a un énorme progrès qui a eu lieu pendant les 100 dernières années, mais mai 68 a certainement été un déclencheur. Et surtout pour les femmes, hein, surtout pour les femmes, parce que leur sexualité était extrêmement limitée. La femme était... L'invention de la pilule aussi. L'invention de la pilule, hein, tout à fait, l'invention de la pilule, l'arrivée du Viagra. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la femme était essentiellement réceptive. On recommandait à l'épouse, à la bonne épouse, d'être réceptive. Maintenant, c'est fini, évidemment. Elle est active. On passe... Elle reprend le pouvoir sur son Voilà, corps. elle devient proactive. Le pouvoir dans la sexualité. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. La femme était réceptive, maintenant, elle devient proactive. Vous qui avez travaillé au Danemark, vous m'avez dit, Oui. J'imagine que la situation n'est pas tout à fait la même que chez nous. Les gens du Nord sont souvent plus libérés à cet égard que nous. Tout à fait. Au Danemark, en Suède, en Norvège, les Scandinaves ont 20 ou 25 ans d'avance sur nous. Je ne dis pas toujours en bien, mais ils ont certainement eu de longueurs d'avance sur nous. Et donc, c'est vrai que la sexualité est beaucoup plus libre, mais avec des effets positifs et négatifs. Hein. Il faut reconnaître. Quels effets Ne négatifs? fût-ce qu'au niveau des maladies sexuellement transmissibles, on n'a pas parlé de ça, mais Il faudra en seniors parler. et Oui, tout à fait. vie sexuelle et maladies transmissibles, c'est très important. Ça vaut pour les personnes âgées Tout à fait, aussi. oui. Hein. Et vous, comme médecin, vous constatez que les maladies sexuellement transmissibles augmentent aujourd'hui? Elles augmentent dans toutes les catégories d'âge, que ce soit les jeunes ou les Mais personnes... même chez les personnes plus Oui. âgées. Oui, 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 oui. Même les maladies traditionnelles, hein, gonorrhée, syphilis, chlamydia, augmentent en fréquence, et la séropositivité et le sida aussi. Alors on peut se demander, est-ce que c'est le dépistage qui est meilleur, qui est plus ciblé, est-ce que les médecins sont plus performants? Oui, je pense, mais je pense aussi qu'il y a une augmentation encore de ces maladies sexuellement transmissibles, et c'est un message très important aussi pour les patients âgés. Ils Qui sont souvent absents des campagnes de sensibilisation, malheureusement. Le préservatif, ça vaut pour les personnes âgées Tout à aussi. fait. Hein. Oui. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On a parlé de la sexualité des personnes âgées. C'est un très vaste sujet, extrêmement intéressant. Et donc, vous menez campagne dans l'association Espace Senior en vue de répandre cette idée. Oui, Tout à fait. les personnes âgées ont droit à une sexualité. Merci beaucoup, Merci. Florence Lebailly. Merci beaucoup, professeur Hobsommer, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.